La grève de Homestead. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant il cache l'un des affrontements les plus sanglants de toute l'histoire industrielle américaine. Alors aujourd'hui, on va se transformer en enquêteur. On va essayer de comprendre comment on a pu en arriver là, comment tout a pu dégénérer à ce point. Allez, on se transporte. Essayez d'imaginer le bruit, le vacarme assourdissant de l'acier en fusion, la chaleur étouffante des forges. Voilà, on est à Homestead, en Pennsylvanie, au cœur de ce qui était à l'époque rien de moins que la plus grande aciérie du monde. C'était un vrai symbole de la puissance industrielle américaine, un symbole qui, pourtant, allait très bientôt devenir le théâtre d'une terrible tragédie. Parce que oui, le 6 juillet 1892, ce fameux symbole du progrès, il s'est transformé en un véritable champ de bataille. Des hommes y ont laissé la vie. Et depuis ce jour, une question, une seule, hante les esprits. Mais qui est-elle responsable ? Ok, pour commencer cette enquête, la première étape, c'est de reconstituer les faits. Que s'est-il passé exactement à Homestead durant ce mois de juillet 1892 ? Alors tout commence à la fin du mois de juin. Le directeur de l'usine, un certain Henry Clefrick, décide de durcir le ton. Vraiment. Il met les ouvriers syndiqués dehors et fait construire une clôture, une sorte de fortification autour de l'usine. Le 2 juillet, c'est la rupture totale. Les 3800 ouvriers, tous licenciés. On imagine bien que la tension est à son maximum. Et là, le 6 juillet, c'est l'explosion. 300 agents de sécurité privés, les fameux et tristement célèbres Pinkerton, c'était une sorte de milice privée qu'on utilisait souvent pour briser les grèves, débarquent pour prendre le contrôle par la force. Et là, ça tourne à la vraie bataille rangée. Il faudra attendre le 12 juillet et l'arrivée de la milice de l'État pour que les choses se calment un peu. Et le bilan, il est terrible. Au moins 10 morts. 10 vies brisées. On ne parle pas d'une simple grève qui a mal tourné là, non, c'est un véritable massacre. Et c'est cette violence qu'on doit maintenant essayer de comprendre. Bon, dans toute enquête, il y a des suspects. Et croyez-moi, dans l'affaire de Homestead, il y en a un paquet. Allez, c'est le moment de les présenter. Alors, d'un côté, on a le capital, avec Andrew Carnegie, l'industriel, le milliardaire philanthrope. Enfin, du moins, c'est l'image qu'il se donne. Lui, il est bien loin de toute cette agitation, tranquille dans son château en Écosse. Sur place, c'est son bras droit, Henry Clefrick, un homme réputé pour être intransigeant. Et de l'autre côté, on a le monde du travail. L'Amalgamated Association, c'était un des syndicats les plus puissants du pays à l'époque. Et ils étaient prêts à tout pour défendre leurs membres. Allez, premier interrogatoire. On commence par écouter la version de la direction. Comment est-ce que Carnegie et Frick ont bien pu justifier leurs actions ? Pour eux, la logique repose sur un principe fondamental, celui du capitalisme. C'est simple, l'usine, c'est à eux, c'est leur propriété privée. Et donc ils estiment avoir le droit absolu de la gérer comme ils l'entendent, pour faire du profit. Point. Et on a une preuve écrite de leur état d'esprit. Ce sont les mots de Frick lui-même. Dans cette lettre, il écrit que les ouvriers gardent toutes les avenues, arrêtant tous ceux qui essaient d'entrer. Pour lui, c'est très clair. Ce n'est pas une grève, c'est une occupation illégale de sa propriété. Et là, attention, voici la pièce à conviction qui prouve que la confrontation était préméditée. C'est une lettre de Frick à Carnegie. Et dedans, il détaille tout son plan, faire débarquer 300 gardes Pinkerton de nuit en passant par la rivière pour reprendre l'usine par surprise. Franchement, tout y est. Les armes, les uniformes, le plan d'action, tout. Même après le bain de sang, la version de la direction ne bouge pas d'un iota. Frick l'affirme haut et fort. Il ne fait aucun doute que les tirs ont été commencés par les grévistes. Donc, d'après lui, ces hommes étaient en état de légitime défense. Et ça, c'est vraiment le point central de leur défense. Les agresseurs, ce sont les ouvriers. Et Carnegie dans tout ça, le fameux ami des travailleurs ? Depuis le confort de son château écossais, sa réponse est glaciale. Dans un télégramme envoyé à Frick, il ordonne « Restez ferme, n'employez jamais un de ces émeutiers ». Il va même jusqu'à dire qu'il préfère laisser l'herbe pousser sur les usines plutôt que de céder d'un pouce. Regardez, voici le document original. C'est la preuve irréfutable du soutien total de Carnegie à la ligne dure de Frick. Les mots sont là, noir sur blanc. Stand firm, restez ferme. Ok, on a entendu la version de la direction, maintenant il est temps de passer, si je puis dire, de l'autre côté de la barricade. Écoutons la voix des ouvriers. Pour comprendre leur point de vue, rien de tel que cette chanson composée par les grévistes eux-mêmes. Elle résume parfaitement leur combat. Parce que pour eux, ce n'est pas juste une question de salaire, loin de là. C'est une question de dignité. L'ultimatum de Frick, ils le voient comme une tentative de les réduire en esclavage, de détruire leur syndicat, qui est en fait leur seul et unique rempart. Et il y a une autre idée, très forte, qui ressort de ce discours prononcé lors des funérailles des ouvriers tués. C'est l'idée d'un droit moral. Pour eux, c'est simple. Après des années passées à trimer, à construire la fortune de Carnegie, ils estiment avoir gagné le droit à un emploi permanent. Ils ne se battent pas seulement pour un chèque à la fin du mois. Ils se battent pour leur communauté, pour leur vie tout simplement. Et au cœur de toute cette histoire,
Il y a ces fameux agents Pinkerton. D'un côté, leur patron dit qu'ils ont agi en légitime défense. Des agents de sécurité, quoi. Mais pour les ouvriers, la perception est radicalement différente. Pour eux, ce sont des mercenaires, des voleurs dans la nuit, engagés dans un seul but, briser leur mouvement. On a vraiment deux mondes, deux visions complètement opposées et qui ne pourront jamais se réconcilier. Parce que derrière les grands discours, les stratégies patronales ou syndicales, il y a la réalité brutale de la mort. Ce qu'on voit là, ce sont les rapports du médecin légiste pour deux des victimes, Henry Strigel et Peter Faris. Ils avaient 19 et 25 ans. Juste des noms, des âges, mais ça nous rappelle le prix humain, terrible, de ce conflit. Bon, on a entendu les deux camps. Alors, que retenir de tout ça? On arrive au moment de l'examen des preuves, au moment du verdict. En fait, on se retrouve face à deux vérités qui s'affrontent, deux récits complètement irréconciliables. D'un côté, la vérité de la direction. Le droit de propriété est sacré et il ne faisait que le protéger d'une foule violente. Et de l'autre, la vérité des ouvriers. Ils défendaient leur maison, leur communauté, leur gagne-pain face à une véritable armée privée à la solde d'une entreprise. Sauf que dans les faits, il n'y a pas vraiment eu de procès, pas de débat. C'est la force qui a parlé et qui a eu le dernier mot. La milice de l'État a sécurisé l'usine, le syndicat a été anéanti. Et ceux qui ont pu garder leur travail ont dû y retourner la tête basse, avec des journées plus longues et des salaires plus bas. La victoire de Carnegie et Frick a été totale. Notre enquête se termine donc ici, sans qu'on puisse désigner un seul coupable. Mais elle nous laisse avec une question fondamentale qui résonne encore très fort aujourd'hui. Au fond, qui représentait la plus grande menace pour l'ordre public? L'entreprise qui décide d'engager une armée privée pour imposer sa volonté, ou les travailleurs qui répondent par la force pour défendre ce qu'ils estiment être leurs droits et leur dignité? Le verdict, finalement, c'est à chacun de le rendre. On va s'intéresser à un événement souvent méconnu de l'histoire américaine, mais qui a pourtant tout changé. Imaginez un peu, une petite ville minière, tranquille, dans l'Illinois, qui se transforme du jour au lendemain en véritable champ de bataille. On est en 1898 et c'est la bataille de Virden. Un affrontement sanglant qui va marquer un tournant majeur dans l'histoire des luttes ouvrières aux États-Unis. Alors voilà, on est le 12 octobre 1898. Un train approche de Virden. Et soudain, un coup de feu claque, puis un deuxième, et c'est une véritable fusillade qui éclate. En quelques secondes à peine, toute la tension qui s'était accumulée pendant des semaines explose dans une violence absolument inouïe. Le bilan? Terrible. 13 morts. Ce chiffre, il est brutal et il nous plonge tout de suite dans la réalité de cette confrontation. On ne parle pas d'une simple échauffourée, c'était mortel. La question, évidemment, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Comment une grève a-t-elle pu dégénérer en fusillade? Tout s'est joué en 10 minutes, à peine 10 petites minutes. Une explosion de violence qui allait avoir des conséquences gigantesques. Quand on regarde le décompte, c'est assez révélateur. 7 mineurs grévistes tués, une trentaine de blessés. C'est énorme. De l'autre côté, on a 4 gardes de la compagnie et un garde ferroviaire qui laisse la vie. Ça montre bien qu'il ne s'agissait pas du tout d'une émeute, mais d'un véritable combat armé, une bataille rangée. Mais bon, cette violence, au fond, ce n'est que le symptôme. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à la source, à la racine du conflit. Et tout commence par une grève. Il faut se demander pourquoi ces mineurs avaient décidé de tout arrêter. Et voilà, le cœur du problème, il est là. Il y avait un accord national qui avait été signé entre les patrons des mines et le syndicat. Un accord en bonne et due forme. Sauf que la Chicago Virden Coal Company, elle, décide de ne pas l'appliquer. Pour les mineurs, c'est vécu comme une véritable trahison. On leur retire des droits pour lesquels ils s'étaient battus. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'un côté, les mineurs, ils ne demandent pas à la Lune juste ce qui avait été convenu. 40 centimes la tonne, la journée de 8 heures, des choses qui nous paraissent normales aujourd'hui. Et de l'autre, la compagnie qui dit « Non, désolé, si on vous paye ça, on n'est plus compétitif ». C'est vraiment le choc de deux logiques, deux mondes qui s'affrontent. Face au blocage, la compagnie aurait pu négocier. Mais non. Au lieu de ça, elle décide de passer en force et d'élaborer une stratégie pour briser la grève. Et c'est une stratégie qui va, littéralement, jeter de l'huile sur un feu déjà bien vif. Le plan, il est redoutable d'efficacité et, il faut le dire, de cynisme. L'idée, c'est d'aller chercher dans le sud des travailleurs afro-américains non syndiqués pour remplacer les grévistes. Ces hommes, bien souvent, ne savent même pas dans quoi ils s'embarquent. Ils sont utilisés comme des pions. La compagnie joue sciemment sur les tensions raciales et la misère pour briser la solidarité des ouvriers. Et là, on voit bien l'escalade, étape par étape. D'abord, fin septembre, un premier train arrive. Mais les mineurs arrivent à convaincre les nouveaux venus de repartir. Ça se passe sans violence. En réaction, la compagnie transforme la mine en forteresse, avec une immense palissade. Et puis arrive le fameux 12 octobre, un deuxième train. Mais cette fois, il n'y a pas que les travailleurs à bord. Il y a aussi 50 gardes armés jusqu'aux dents. L'intention est claire.
Dans cette crise qui s'envenime, un acteur inattendu va entrer en scène et jouer un rôle absolument décisif. C'est le gouverneur de l'Illinois, John Riley Tanner. Et sa réaction va prendre tout le monde de court, à commencer par les patrons de la mine. Logiquement, la compagnie se tourne vers l'État et demande l'aide de la milice pour forcer le passage. Et là, coup de théâtre, le gouverneur Tanner refuse catégoriquement. C'est un geste politique extrêmement fort pour l'époque. Il faut dire qu'il est en pleine campagne électorale et il sent bien que l'opinion publique est du côté des mineurs. Alors il choisit son camp. Après le bain de sang, la position du gouverneur se durcit encore. Et là, sa menace est on ne peut plus claire. En gros, il dit à la compagnie, si vous essayez encore d'envoyer un train comme celui-ci, ce n'est pas les mineurs qui vous attendront, c'est l'État avec des mitraillettes. Il menace d'utiliser la force non pas contre les grévistes, mais contre la compagnie. C'est un renversement complet de situation. Mais au milieu de tout ça, il y a des victimes dont on parle peu, les travailleurs amenés de l'Alabama et leurs familles. Après avoir survécu à la fusillade, ils sont déroutés vers la capitale, Springfield, et abandonnés. La compagnie qui les a recrutés ne veut plus d'eux et le syndicat les considère comme des ennemis. Ils sont littéralement piégés, affamés, menacés par la foule, décrits comme des prisonniers de guerre. C'est finalement la charité de quelques commerçants qui leur permettra de s'enfuir. C'est sans doute la facette la plus tragique de cette histoire. Alors, au final, quel héritage laisse cette journée sanglante? C'est une victoire pour les mineurs, c'est certain, mais son impact va bien au-delà des simples enjeux de cette grève à Virden. Le résultat immédiat, il est sans appel. C'est une victoire totale pour le syndicat. La compagnie est coincée. Sans le soutien de l'État, incapable de faire venir d'autres briseurs de grève, elle n'a plus le choix. Elle capitule. 1 mois plus tard, la mine rouvre et cette fois, elle paie le tarif syndical. Au-delà de cette victoire locale, Virden devient un symbole puissant. Cette bataille change complètement la dynamique dans tout l'Illinois. Elle crée un précédent, elle renforce énormément le pouvoir des syndicats et elle va forger pour des décennies la réputation de l'Illinois comme un État pro-travailleur. Et pour bien comprendre à quel point les divisions étaient profondes, il faut savoir que la ville de Virden a refusé que les mineurs tués soient enterrés dans son cimetière. C'est fou, non? Du coup, un cimetière entièrement syndical a été créé dans la ville voisine. Et ce lieu est devenu un mémorial, un lieu de pèlerinage pour le mouvement ouvrier. À tel point que la plus célèbre des militantes, la légendaire Mother Jones, a expressément demandé à y être enterrée à sa mort. Cette phrase de Mother Jones est incroyablement poignante. Elle n'était même pas à Virden ce jour-là, mais elle a tout de suite compris la portée symbolique de l'événement. En demandant à reposer aux côtés de ceux qu'elle appelle les martyrs de Virden, elle les fait entrer pour de bon dans la grande histoire des luttes sociales. Finalement, l'histoire de la bataille de Virden, elle nous part de beaucoup de choses. De pouvoir, de solidarité ou d'absence de solidarité, du rôle de l'État, et puis des stratégies de division qui peuvent être mises en place. Et quand on y pense, ce sont des thèmes qui, plus d'un siècle plus tard, résonnent encore de manière assez troublante aujourd'hui, non ?